Demander à mes 4 autres intervenants de me rejoindre. Je vais vous demander de les applaudir. Madame Khadija Temda, PDG de Maroc Force Emploi, que je demande d'applaudir bien fort. C'est Bouchel Moumni, président de l'université Abdelmalek Saadi. C'est Karim Cher, président du GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Et c'est Aïl El-Harati, président de la FENELEC, la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables. Il me manque Madame Khadija Temda. Elle était là, je l'ai vue. Bonjour. Elle arrive. Voilà, applaudissez-la, elle est en train d'arriver. Alors, à ma droite, c'est Moumni, donc de l'université Abdelmalek Saadi, c'est Karim Cher, c'est Aïl El-Harati de la FENELEC et Madame Khadija Temda, PDG de Maroc Force Emploi. On va aller sur la même logique, hein, en fonction de vos différentes expertises, avoir votre prisme d'analyse et surtout à la fin, vous l'avez compris, avoir vos recommandations parce que c'est ce qui nous intéresse également. Khadija Temda, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser représenter Maroc Force Emploi, parce que c'est quand même une expérience qui est assez intéressante ici à Tanger. Et puis, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ça fait 8 ans que ça existe, à peu près, un peu plus? Non? 10 ans. 10 ans, voilà, on a une dizaine d'années. Puis ça nous permettra justement de traiter spécifiquement le point lié à l'emploi. Après, ça nous permettra aussi de parler de... Alors, moi, j'ai toujours du mal de parler adéquation, formation, compétences. Voilà. Après, c'est des grands sujets qu'on traite souvent dans les médias, mais après, c'est juste du vocable et de savoir comment on peut essayer. En tout cas, finalement, in fine, avoir des compétences qui permettent de créer des emplois pérennes et surtout qui... je prends l'exemple de Sissamar tout à l'heure, c'est lorsqu'il nous dit que ça a changé la face d'une région et qu'après ça devient, quand on arrive à avoir des régions à tradition industrielle et donc avec des emplois finalement qui se transmettent de génération en génération. Madame Temda. Alors est-ce qu'on peut augmenter le micro ou nous amener un autre micro? Oh. Tenez, prenez celui-là pour le moment. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala Sayyidina Mawlana al-Imam Mohammed ibn Abdillah. Là, en fait, j'étais pas venue pour présenter Maroc Force Emploi, j'étais venue pour présenter, bien sûr, le secteur de l'emploi et plus précisément le secteur du travail temporaire. Mais du moment que vous me posez la question, je vais répondre d'une façon très brève. Bref. Alors, Maroc Force Emploi, c'est une société marocaine créée et fondée par une Marocaine en 2013. Donc après une bonne expérience dans le domaine du recrutement et du travail temporaire. Et ça fait 10 ans qu'on exerce donc, dans 3 secteurs d'activité, ou 2 secteurs d'activité en fait. Nous avons 2 filiales, ou 2 sociétés. Maroc Force Emploi pour tout ce qui est intérim, travail temporaire, pour l'industrie d'une façon généraliste. Et nous avons Agri-Stratégie et Agriconomie pour la mise à disposition du personnel temporaire dans le secteur agricole. Alors, et le dernier tout nouveau-né qui s'appelle Elite by MyMFE, c'est un cabinet de recrutement de cadres supérieurs, des ingénieurs en robotique, de l'énergie verte et de la chimie verte, qui va ouvrir ses portes à Casablanca. Donc c'est en cours de préparation, mais c'est déjà lancé. Alors voilà, c'est une présentation toute brève sur Maroc Force Emploi. Aujourd'hui, nous sommes classés selon les chiffres 3e entreprise en termes de chiffre d'affaires et surtout de marge bénéficiaire. 3e au Maroc comme société marocaine. Je pense que c'est la première société marocaine à avoir réalisé ces chiffres jusque-là. Donc merci beaucoup. Je ne me vante pas, mais de là, en fait, je veux bien adresser mes vifs remerciements à toute l'équipe qui est derrière moi. En fait, ce sont des jeunes
en parlant de l'emploi et de la formation, justement, ce sont des jeunes, en majorité, sortis de l'école. En majorité, c'est-à-dire, si j'ose dire, 90% des personnes qui sont derrière moi, des personnes jeunes qui sont sorties d'école, qui ont maintenant 9 ans, 10 ans d'expérience avec Maroc Force Emploi et tout le groupe, qui sont polyvalentes et qui sont formées pour. Donc, d'où l'idée qui est venue quand même à chaque fois dans ma tête et qui m'a poussé quand même à faire une étude approfondie par rapport à ce qui se passe dans le secteur du recrutement, que ce soit les blue collar ou les white collar, c'est-à-dire les cols bleus ou les cols blancs. C'est la problématique en fait de la formation vers l'employabilité ou vers l'emploi. En fait, la transition est assez difficile et pénible, et surtout en ce moment. Parce que tout le monde se pose la question et tous les industriels, quand ils sont là, ils veulent avoir des jeunes dynamiques, intelligents, formés et compétents et avec de l'expérience. C'est une adéquation assez pénible, c'est pour cette raison que je souris tout à l'heure. Parce que l'adéquation entre la formation et l'expérience, en fait, ça nécessite quand même un grand effort à fournir des deux parties, que ce soit la partie publique, que ce soit la partie privée. C'est-à-dire, et de là, en fait, moi j'incite, et de cet endroit aujourd'hui, j'incite tous les acteurs, ou les sociétés sérieuses dans le travail temporaire au Maroc, en fait, de mettre la main dans la main et créer un consortium, justement pour les intérimaires, parce que ce sont des collaborateurs qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin de dignité, qui ont besoin de formation et de motivation. Alors, la formation, elle est très très importante pour qu'on puisse avancer dans ces secteurs industriels et offrir aux industriels une main-d'œuvre qualifiée comme ils le veulent et comme ils le souhaitent. Parce que aujourd'hui, si on ose dire en fait, un intérimaire ou un collaborateur intérimaire ou un travailleur saisonnier, comme on l'appelle, a un contrat en moyenne annuel de 2,6 mois par an. Un salaire mensuel moyen de 4300 dirhams par mois. Rien qu'en 2020, il y a eu 2,2 millions de contrats de travail temporaire signés. Donc, avec une évolution du chiffre d'affaires pour les compagnies d'intérim de 4,1% d'augmentation. Est-ce que cette information ou ces données ne nous inciteraient pas à poser des questions sur le sort de ces collaborateurs intérimaires? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'être fidélisés? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'être titularisés? Je ne parle pas des entreprises utilisatrices. Les entreprises utilisatrices, ils sont là pour être servis selon leurs besoins et leurs commandes qui sont aujourd'hui imprévisibles. Et voilà. Donc, si on ose dire que le collaborateur intérimaire a besoin d'un contrat de travail à durée prolongée, il faut absolument qu'on crée une solution. Et cette solution, on ne va pas la créer du jour au lendemain, mais on va la créer à travers d'abord la formation en alternance avec les entreprises, qu'on prend ailleurs d'ailleurs. C'est-à-dire que la formation, c'est-à-dire 1 jour ou 2 jours maximum, que ce soit professionnel ou académique, à l'école ou à l'université ou au centre de formation professionnelle, et les autres jours en entreprise. Ça va nous permettre de gagner énormément de temps et d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée à mettre à disposition d'un investisseur qui a assoiffé de compétences jeunes, dynamiques, formées, surtout intelligentes avec tout ce qui est nouvelles technologies et le digital. On va vers la robotisation, on le sait très bien. Alors on va s'arrêter là parce que vous avez dit beaucoup de choses intéressantes et j'aimerais bien vous faire réagir par rapport à ça parce que c'est quand même assez intéressant. Ce pool de compétences parmi les intérimaires dont vous venez de nous parler, c'est comment l'exploiter au mieux. Mais on parle depuis tout à l'heure d'emploi pérenne, donc là aussi ça pose cette question-là. La formation, vous avez parlé de formation alternée. On peut prendre l'exemple de la formation duale en Allemagne, qui est toujours montré en exemple et qui fonctionne extrêmement bien, notamment dans le secteur de l'industrie. Moi, je vais vous poser les questions au niveau des différentes industries que vous représentez. Ensuite, on reviendra sur la partie formation. Alors, au niveau on va commencer par le GIMAS, Sicher, notamment sur ces métiers-là qui sont spécifiques. Je pense que vous l'avez compris, on va peut-être revenir sur
sur ce que représente aujourd'hui cette industrie au Maroc. C'est toujours bien de refaire un petit timeline et surtout rebondir à ce qui a été dit à l'instant en termes de compétences, en termes d'emploi, et puis regarder vers l'avenir pour faire le link avec la formation dont vous avez besoin. Je disais juste tout à l'heure, juste pour peut-être la petite précision, quand je faisais la petite remarque entre la formation adéquation, formation compétences, c'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'on forme les compétences pour remplir une stratégie industrielle ou on attend qu'il y ait des investissements industriels pour avoir les compétences qui y correspondent, et c'est là la vraie question. Merci pour la question, bonjour à tous. Je voudrais juste, avant de vous répondre, faire un petit retour en arrière. Il y a plus de 20, et après je me brancherai sur le secteur de l'aéro. Il y a 20 ans, qui aurait pu imaginer que notre industrie marocaine aurait une plateforme automobile qui est la deuxième compétitive au monde, juste après l'Inde, il nous reste l'Inde, parce que qui aurait imaginé qu'en 20 ans, le secteur aéronautique passe de 4 ou 5 sociétés à plus de 140. Qui aurait imaginé une industrie électrique, et là je fais un clin d'œil à mon ami Ali Hersi, aux énergies renouvelables, à la chimie, à parachimie, au textile, à l'offshoring. Donc nous avons en 20 ans, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, fait un bond de géant. Et ça continuera, parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle charte de l'investissement, avec les décrets, avec la revue du système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, avec plein de chantiers. Donc nous avons encore énormément de chantiers qui sont lancés, notamment la décarbonation, l'industrie 4.0 et d'autres chantiers structurants. Aujourd'hui, les objectifs sont clairs. Donc 550 milliards de dirhams d'investissement, 500 000 emplois, des projets stratégiques, donc des secteurs stratégiques, une prime territoriale, une prime genre. Donc il y a plein de facteurs qui font qu'on a une orientation qui est, d'après moi, plutôt excellente. Après, il faut se retrousser les manches et travailler tous les jours pour y arriver. Je reviens à l'industrie aéronautique. Il y a 20 ans, il y avait 4 ou 5 entreprises. Aujourd'hui, il y en a plus de 140. Nous avions... 4 ou 5 qui faisaient quoi? Ça aussi, il faut le dire. Entre, voilà. Bah ouais. Alors, à l'origine, c'était des opérateurs qui étaient autour de la Royal Air Maroc pour la maintenance. Et c'était un secteur d'activité qui était relativement réduit. Aujourd'hui, avec le plan d'accélération industrielle, nous avons plus de 6 écosystèmes. Et je vous dis, c'est pas nous, en tant que Marocains, on ne le dit pas, on laisse nos clients le dire. Airbus dit, il n'y a pas un seul Airbus qui vole sans qu'il y ait des pièces du Maroc. Et puis, on a des grands noms, ça c'est important parce qu'il faut avoir des grands donneurs d'ordre, mais les écosystèmes, on a des grands donneurs d'ordre et beaucoup de PME, PMI qui travaillent autour de l'écosystème. Donc c'est ça qui fait que l'activité s'est développée parce qu'on a développé des choses. Il y a encore des choses à amener au Maroc, mais il y a déjà beaucoup d'écosystèmes qui sont pourvus au Maroc. On a même, je dirais, des pièces qui sont monosources, ça sont faites uniquement au Maroc, et ça prouve la confiance qu'on a dans nos opérateurs et la compétitivité, à la fois la compétitivité et les ressources humaines. Nous avons, et ça c'était une première, avec le secteur de l'automobile et l'aéronautique, nous avons signé il y a à peu près 2 ans une convention CGEM, ministère de l'Industrie et du Commerce, ministère de l'Enseignement supérieur, une convention pour former 100 000 ingénieurs et techniciens en fonction de nos besoins. Vous n'avez pas d'adéquation. En fait, l'adéquation ne peut être là que si les besoins sont déjà définis. Donc, en fonction des secteurs, il y a une maturation, donc c'est très variable. Mais c'est une vision qui est assez importante parce qu'elle permettra, l'industrie, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des ressources qui sont opérationnelles, sans qu'ils remettent encore des formations supplémentaires, même si on le fait en formation continue. Mais il faut avoir des opérateurs, des techniciens et des ingénieurs qui sont opérationnels
Et ça, je parlais de la convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour les techniciens supérieurs et les cadres. Et pour l'aéronautique, en 2011, il y a eu un projet, donc un partenariat public-privé, qui a été signé entre le GIMAS et le ministère de la formation professionnelle. Et nous avons mis en place un institut qui s'appelle l'Institut des métiers de l'aéronautique, qui est piloté par les industriels, c'est financé par l'État, et piloté par les industriels. Et au départ, on l'avait dimensionné pour former à peu près 400 lauréats par an, avec une extension à 800. Aujourd'hui, au fil du temps, l'Institut forme plus de 2000 techniciens. C'est une alarme d'avion là, je pense. Ouais. Donc on passe à... on passe. Donc c'est un système qui marche bien parce c'est de la formation par alternance. Il passe 2 semaines chez l'industriel et 2 semaines à l'institut. Et généralement, ça donne un taux d'insertion qui est de l'ordre de 99%. Et aujourd'hui, avec nos partenaires des ministères, l'industrie, l'enseignement supérieur et l'innovation, nous travaillons aussi pour augmenter le côté ingénierie et tout ce qui est recherche et développement, parce que l'avenir de l'aéronautique, c'est l'avion décarboné, c'est la propulsion, c'est pas par l'hydrogène ou pour des choses, donc il va y avoir des ruptures technologiques sur lesquelles il faudrait qu'on se prépare. Donc on travaille avec nos partenaires pour préparer à la fois les ressources et être positionner sur des projets importants pour l'avion du futur. Mais bon, vous savez, je vais vous faire une anecdote, c'est que il y a 20 ans, quand il y avait l'étude pour définir les métiers du Maroc, l'aéronautique n'est pas sortie du tout. Donc on avait à l'époque un ministre qui a dit allez, on y va quand même, on essaye, et finalement voilà ce que ça donne. Donc aujourd'hui c'est près de 21 milliards de dirhams d'export, 100% export, plus de 20 000 emplois, des écosystèmes qui se développent, un institut de formation et surtout un travail d'équipe avec les ministères, la fédération et les industriels. Parce que ce qui a changé aussi pendant ces 20 ans, c'est que le langage qu'avait le privé, le langage qu'avait le public, que ce soit les ministères ou les autres institutions, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on a quasiment le même langage. Donc ça facilite beaucoup plus les échanges et ça permet de faire évoluer les projets d'une manière assez rapide. Silharti, alors allons du côté de la Fenelec, donc électricité, électronique, énergie renouvelable. Donc tout ça, ce sont des métiers qui sont à la fois extrêmement transverses et puis qui s'inscrivent aussi dans la stratégie, notamment dans le cas des énergies renouvelables. Petite timeline là, sur comment a évolué cette industrie, ce secteur, et puis faire le link ainsi avec les compétences dont vous avez besoin et comment on fait en sorte que ces compétences, on puisse les avoir et surtout assurer, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, je reviendrai vers vous, Khadija, bien évidemment, pour qu'on puisse en discuter. Parfait. Merci beaucoup, Sir Faisal. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, chère présence et chers amis, je voudrais avant tout remercier Sey Hicham pour la réussite déjà de cet événement. C'est énormissime ce qu'il est en train de faire, surtout dans la continuité. Donc franchement, c'est à applaudir. Alors, quelques mots pour la Fenelec. Effectivement, nous sommes un métier qui est complètement transverse par rapport à l'industrie d'une manière générale. Donc effectivement, l'électricité, l'électronique, l'énergie renouvelable. Nous sommes quelques 600 membres et nous représentons 70 000 emplois avec un chiffre d'affaires cumulé de 70 milliards de dirhams. Donc on ne fait pas aussi bon que le secteur aéronautique. Et pour l'anecdote, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand on voulait dénigrer un travail, on disait et je pense que finalement cette année on a réussi à le faire et vraiment ça c'est pourquoi pas, ça viendra un jour. Et pourquoi pas, ouais. Ça viendra un jour. Alors la météo de notre secteur, moi je dirais que pratiquement tous les indicateurs sont au vert. Je dis bien pratiquement, il y a quelques indicateurs qui sont au rouge ou là encore à l'orange. Les choses aujourd'hui qui portent ce secteur, c'est avant tout, étant donné qu'il est complètement transverse, aujourd'hui il y a énormément d'investissements qui se font, soit dans l'infrastructure, l'eau, l'énergie,
soit dans les avec l'OCP, avec les grands chantiers de l'OCP, mais aussi dans des secteurs comme l'aéronautique ou l'automobile, parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une usine, qu'on monte une usine, on a forcément besoin d'installations électriques. Donc notre secteur aujourd'hui connaît de la croissance, qui est complètement alignée par rapport à la croissance du pays, voire plus. Maintenant, il y a des facteurs qui font qu'aujourd'hui notre secteur se porte peut-être un peu mieux que les autres, notamment le fait que nous ayons un sujet d'actualité, c'est la décarbonation. Et je rappelle que la décarbonation, c'est un risque, mais c'est aussi une très grande opportunité, parce que la décarbonation, à l'origine, ça n'a pas été fait forcément pour pénaliser le Maroc, mais plutôt pour contrecarrer des pays du côté asiatique. Je vais directement dans le fond, je ne prends pas de pincettes. Mais bon, on passe dans le filet, quoi. On passe, et je pense que même il y a des trous dans la raquette, et on passe très rapidement, Ouais. et on a la possibilité d'accélérer et positionner fortement les entreprises d'électricité, mais pas que, pour aller chercher davantage plus de parts de marché. Je rappelle que l'Europe aujourd'hui, c'est 2/3, c'est notre client à 2/3, et donc il représente 2/3 de nos exportations, et donc il y a lieu d'aller chercher davantage plus de parts de marché. Donc ça d'un côté. D'un autre côté, nous avons quand même un programme d'investissement dans le domaine de l'eau qui est très très important. Et donc, comme vous le savez, l'eau se fait de plus en plus rare, il faut du dessalement. S'il y a besoin de dessalement, il y a forcément besoin de puissance, donc il y a forcément besoin de centrales, il y a forcément besoin d'installations électriques. Donc c'est ce qui fait, ce sont là deux secteurs qui sont à même de porter davantage la croissance dans notre secteur. Maintenant, il y a des choses aujourd'hui à corriger. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais quand même mettre en avant des choses très positives qui ont été faites par ce gouvernement. Moi, je ne suis pas là, pas du tout pour jeter des fleurs sur les membres du gouvernement, mais quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut le dire. Ça, c'est quand même important. On ne va pas dire que les choses qui sont négatives. En 2022, il y a eu quand même, on a tous vécu, Quand les c'est industriels dans comme ça, c'est que ce qui va venir après, ça va être méchant. Oui. Oui. En partie. Là, jamais. On est toujours constructif au niveau de la FENELEC. Alors, il y a une année, on a vécu quand même des temps très difficiles. On a eu la flambée de la matière première après l'invasion, après la guerre, on va dire, en Ukraine. Et le prix de la matière première a tout simplement doublé. On avait une tonne de cuivre qui était à 5 000, elle est passée à 11 000, 10 000, 11 000, et même un peu plus. Et le gouvernement a fortement réagi. Et le 18 avril 2022, ils ont sorti une circulaire qui permettait aux entreprises publiques de surseoir au projet si le projet n'est plus rentable pour eux. Et donc ça, c'est quand même un geste qui est très fort. Parce que quand l'État lance des projets, c'est parce qu'il en a besoin. Et donc quand il vous donne la possibilité d'arrêter votre projet et récupérer vos cautions, ce n'est pas par gaieté de cœur. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus besoin de ces projets d'infrastructure. Non, on a toujours besoin de ces projets d'infrastructure, mais prenant en considération les temps qui sont extrêmement difficiles, l'État a quand même fait un geste très très fort, et je tiens à le souligner parce que nous en demandons davantage des gestes très forts. Alors, je reviens à qu'est-ce qui reste à faire. Vous avez dit tout à l'heure à Faisal une chose très simple, c'est des emplois pérennes. Aujourd'hui, si vous réalisez une station de dessalement par une entreprise étrangère, est-ce que vous avez créé des emplois? Oui, bien sûr, bien évidemment, parce qu'ils vont venir avec le financement, avec l'ingénierie, mais le gros du travail va se faire ici. Est-ce que cette entreprise étrangère qui a pris un projet, une fois qu'elle va le réaliser, va le finir, elle va partir avec la référence et prendra d'autres projets en Espagne, en Europe, en Afrique, etc. Elle ne fera pas travailler les Marocains. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où nous avons besoin d'emplois pérennes. Il faut faire confiance à l'entreprise marocaine. Alors, vous allez me dire, là, mais le gouvernement a prévu, ou la loi a prévu une préférence nationale. Oui, cette préférence nationale, elle existe, elle est de 15%. Désolé, elle n'est pas appliquée. Il y a de vraies difficultés à appliquer cette loi de préférence nationale. Et nous disons mieux que ça, au niveau de la FENELEC. On ne veut même pas de cette préférence nationale. On veut juste avoir une équité à l'international, qu'on considère nos entreprises au même pied d'égalité que les entreprises étrangères. Une. De deux, il y a une vraie problématique liée aux références qui sont exigées aux entreprises marocaines.
C'est-à-dire, vous construisez une usine de câbles, on va vous demander, monsieur, vous venez de construire votre usine de câbles, c'est parfait. Vous allez faire employer 1000 personnes, parfait. Donnez-nous vos références. Oui, mais je vois de les références. L'usine Allah peut-être. Et ça, c'est un vrai souci. Aujourd'hui, dans les appels d'offres, une bonne majorité de nos appels d'offres, ils exigent des références qui font qu'aujourd'hui, un industriel ne va jamais se lancer parce qu'il n'a pas ces références. Et donc, nous demandons, cette fois-ci, à légiférer pour qu'on donne une chance à ces entreprises marocaines. Alors, on va nous dire, non, mais attention, on ne peut pas, par exemple, pour le dessalement, on ne peut pas aujourd'hui faire confiance à des entreprises qui n'ont pas de référence. Mais je suis désolé pour tous les projets qui ont été réalisés au Maroc, il y a toujours eu, on n'a jamais été à l'optimal à 100%, pour rester positif. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelques petits loupés au niveau du projet. Ce que nous disons, le Maroc a besoin de 500 millions de mètres cubes de capacité de dessalement. Eh bien, lançons 600 millions de mètres cubes. 500 pour les entreprises étrangères, parce que nous, les entreprises marocaines n'ont pas de référence, et 100 millions de mètres cubes, 100 000 mètres cubes pour les entreprises marocaines. Si ça marche, c'est parfait. Ces mêmes entreprises, demain, réaliseront des projets à l'export et créera automatiquement des emplois en terrain. Mais si ça ne marche pas, on aidera ces entreprises marocaines à se mettre à niveau et avoir les références pour partir à l'export. Aujourd'hui, nous avons... Du capital risque industriel institutionnel, c'est ce que vous voulez. Effectivement. Aujourd'hui, vous prenez l'Office national d'électricité, il va vous dire, monsieur, mais il n'y a aucune loi qui me protège si je lance des appels d'offres sans référence. On se tourne vers le gouvernement, mettez un cadre qui permettra aujourd'hui à l'Office national d'électricité et de l'eau potable de lancer un appel d'offres avec une capacité réservée aux entreprises marocaines. Nous avons quand même, il y a un train qui va passer, c'est le dessalement. Donc, il y aura l'équivalent de 30 à 40 milliards d'investissements dans le dessalement dans les 3 prochaines années. Et on n'aura pas, ce n'est pas tous les 3-4 ans que nous aurons autant d'investissements. Et les stations vont être réalisées, ça c'est certain. Maintenant, aux sorties de une fois que nous aurons réalisé ces stations de dessalement, c'est juste un petit exemple. Est-ce qu'on aura des entreprises marocaines qui vont créer de l'emploi périn? Non. Donc, toute la question, nous souhaitons aujourd'hui être force de proposition pour ce gouvernement qui ose, c'est clair, et je tiens vraiment à mettre en avant tout ce qui est fait par ce gouvernement, qui ose, mais qui a besoin aussi de nous écouter. C'est très important aujourd'hui, nous sommes au contact, nous sommes le créateur d'emplois numéro 2 après l'État, mais si l'État aujourd'hui souhaite, et Sa Majesté aujourd'hui a donné des directives très claires, souhaite basculer de l'investissement public majoritaire vers un investissement privé majoritaire, eh bien, il faut forcément écouter les entreprises, parce que des fois, c'est des petits blocages qui peuvent très rapidement être déplacés. Alors, on reviendra sur l'emploi et les compétences. Je vais donner la parole à Simoumni, président de l'université Abdelmalek Sadi. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette université qui est bien connue ici dans la région, et puis nous donner votre avis, notamment sur la formation, et je pense qu'on en parlera avec Simiraoui cet après-midi, c'est justement cette connexion ou la fin de la déconnexion entre l'université et le monde de l'entreprise, parce que c'est ça, c'est le nœud du problème, et comment on fait en sorte qu'on ait la formation qu'il faut pour l'industrie marocaine que l'on veut. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, honorable assistance, nous sommes heureux aujourd'hui de participer à ce grand événement de l'investissement industriel organisé sous le patronage de Sa Majesté, que Dieu le protège. Je commence par vous présenter brièvement l'université Abdelmalek Sadi. Notre université couvre pratiquement tous les champs disciplinaires. On est présent à Tanger, Tétouan, Al Arash, Ksar Kbir et Al Husseima. Donc c'est une université régionale. Nous sommes actuellement à 126 000 étudiants, 1330 enseignants-chercheurs, 600 administratifs, et nous sommes présents dans une région, la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima, qui connaît un développement socio-économique sans précédent, avec une infrastructure routière, autoroutière, ferroviaire, portuaire, aéroportuaire, et nous avons d'excellentes relations avec le conseil de cette région.
On a des projets ensemble pour accompagner le développement socio-économique que connaît notre région, à savoir le domaine de l'énergie renouvelable, le domaine de l'eau, le domaine de l'économie bleue, la couverture forestière, les plantes médicinales et aromatiques, et je passe par les autres domaines, à savoir le tourisme, les sciences humaines et sociales. On œuvre pour mettre en place une nouvelle génération de formation. Je parle sous le contrôle de M. le ministre. Dans le cadre du pacte ESRI 2030, maintenant, nous sommes en train de préparer des filières, des formations qui répondent aux besoins du secteur socio-économique à l'échelle de la région et à l'échelle nationale. Il faut faire confiance à l'université marocaine, à l'université publique. Je donne l'exemple concret. Notre université dispose de trois écoles d'ingénieurs, 3 ENSA, et on forme pratiquement le 1/3 des ingénieurs à l'échelle nationale. On forme d'autres ingénieurs au niveau des FST, la FST Tanger, la FST de l'Hossima. On forme d'excellents gestionnaires au niveau de l'ENCG et on forme aussi d'autres profils qui sont assez demandés à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale. La réforme actuelle œuvre à rehausser le niveau aussi des établissements à accès ouvert. Comme vous le savez, notre système éducatif dispose de 2 voies, je dirais 2 vitesses, ce qui est anormal. Une vitesse grande V, où il y a les écoles, où il y a la médecine et tout ça, et une vitesse, je dirais pas, je qualifie pas le V, mais c'est une autre vitesse où il y a les établissements à accès ouvert. Et c'est dans ces établissements-là où il y a le maximum d'inscrits. Donc la réforme actuelle vise à rehausser le niveau au niveau de ces établissements-là par la mise en place des formations d'excellence. Des formations d'excellence qui permettront aux étudiants, aux lauréats inscrits dans ce genre d'établissement de ne se sentir pas des étudiants de 2e degré, mais aussi des étudiants qui peuvent aboutir à des formations de l'excellence. Donc voilà plus ou moins la stratégie sur laquelle nous travaillons ensemble. Et bien sûr, on a d'excellents laboratoires de recherche. Nous avons 110 structures de recherche avec des laboratoires, des centres de recherche et des équipes. Et nous sommes en train de préparer dans la nouvelle stratégie de la formation doctorale et de la recherche, nous sommes en train de travailler avec le ministère de tutelle pour mettre en place des centres d'excellence, des instituts d'excellence de recherche qui vont accompagner aussi nos lauréats et qui vont répondre aux besoins socio-économiques. Le 3e point sur lequel on travaille d'arrache-pied, c'est l'ouverture sur le tissu socio-économique régional et national, mais aussi à l'international, par la mise en place de conventions, d'échanges de docteurs, d'échanges d'enseignants-chercheurs, de co-encadrement, de thèses en co-tutelle. Tout ça, ce sont des procédures qui vont permettre à nos lauréats d'avoir des qualifications, d'avoir des compétences pour répondre aux besoins et construire ce pays que nous aimons tous. Alors, je vais faire un dernier tour, brièvement, et vraiment vous demander, alors comme ce que j'ai fait avec mes autres intervenants, une recommandation, mais sur un point bien précis, notamment qu'on a évoqué, à savoir le lien entre l'université et l'entreprise, et pour pouvoir disposer de compétences qui soient opérationnelles dans l'industrie, ou qui soit scalable, on va dire, au moins qui puisse évoluer au sein de l'industrie. Et à différentes échelles. Comme vous l'avez dit, il y a non seulement, on va dire, les techniciens, mais il y a aussi tout le management de l'industrie qui est extrêmement important, parce que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, des fois on fait pas confiance à qui? On ne fait pas confiance aux techniciens, on ne fait pas confiance au manager de l'industrie qui va venir, ce Marocain qui va venir créer une usine de dessalement, les fameux 100 millions dont vous venez de parler, qui pourrait être le delta. Moi, ce que je dirais sur le lien, parce que c'est un sujet qu'on travaille beaucoup au niveau de la commission du capital de la CGEM et au niveau des fédérations. Monsieur le ministre, si Melaoui est présent, disait toujours, mais vous êtes chez vous dans les universités. Je pense que nous avons aussi, côté industriel, un effort à faire pour que les universitaires soient chez eux quand ils viennent chez nous, sur des programmes collaboratifs entre les industriels et les universités. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose.
Franchement, là, c'est la volonté des uns et des autres, parce que l'industriel ne s'avance pas s'il ne voit pas d'intérêt. S'il ne voit pas son intérêt, il ne va pas... Donc je pense qu'on devrait communiquer mieux entre l'université et les industries, partager, orienter aussi. Le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, la formation de 100 000 ingénieurs, les deux fédérations, on est en contact avec les universités pour les modules de formation. Donc ça c'est important. Si on change des modules de formation pour qu'ils répondent aux besoins, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et je pense qu'on avancera petit à petit sur le sujet. Il y a un autre critère, c'est que le temps industriel est beaucoup plus rapide que le temps administratif. Donc je pense qu'on gagnerait tous à aligner un peu les objectifs et de faire des plannings qui tiennent la route pour la formation. Parce que comme l'a dit Ali Harti, aujourd'hui c'est le secteur industriel qui fait le plus d'emplois. Donc si on a des ressources bien formées, ça va activer beaucoup plus le critère des 500 000 emplois, 400 000 emplois côté industriel qu'on doit avoir. Et puis côté investissement, aujourd'hui le modèle de l'investissement du Maroc, il est bon, mais dans un modèle global. Vous savez, un investisseur, ce qui l'intéresse, c'est le financement, la fiscalité, la formation et le foncier. Quand on prend les critères pour le foncier, il y en a qui disent le foncier est trop cher au Maroc, mais ils ne voient pas la big picture, ou le modèle, quand on prend tous les critères, les incitations, etc., ça donne un modèle qui est bon. Donc on a aussi à travailler sur ce modèle économique pour vendre le Maroc. J'arrête. C'est un signe. Khadija. Avec un micro, c'est mieux, je pense. Non, c'est bon, ça marche, je pense. C'est bon, il marche? Allez-y. Il marche, là. Alors, en fait, je vais citer quand même les 6 métiers mondiaux du Maroc pour les métiers d'avenir. En fait, c'est des secteurs, bien sûr, on ne va pas parler du textile, on ne va pas parler de l'agroalimentaire, comme ce sont des secteurs qui restent historiques, qui ont permis de fournir jusqu'à il y a une dizaine, voire quinzaine d'années, l'essentiel des exportations vers l'Europe. Après, bien sûr, est venu l'automobile, l'aéronautique et l'offshoring. L'automobile, comme nous le savons, le Maroc se positionne comme un best cost sur l'ensemble de ses activités liées à la compétitivité et la conformité aux standards internationaux. On a l'aéronautique, c'est une industrie qui prendra de l'évolution similaire, bien sûr, à l'industrie automobile, ce qui est déjà en train de se faire. C'est un secteur, bien sûr, confronté aux enjeux de la transition énergétique, en l'occurrence par rapport aux énergies vertes. Et ce qu'on avait dit hier, ce qu'on avait discuté, en fait, à l'hydrogène. Là aussi, on aura besoin, bien sûr, des compétences formées dans ce sens-là. Nous avons le textile et le cuir. On ne va pas l'oublier parce que je pense, selon des statistiques, le Maroc commence à rentrer aussi dans les mœurs, etc. Les investissements dans ce domaine du textile et du cuir. Nous avons l'agroalimentaire et l'agriculture. Nous avons toujours l'offshoring. Nous avons les métiers de l'électricité et de l'électronique. Nous avons les métiers d'électricité verte. Nous avons bien sûr les métiers d'électronique, c'est pour les grands publics, et l'électronique de spécialité intégrée. Aujourd'hui, je rejoins M. Harti à ce qu'il avait dit tout à l'heure, en fait, des petites structures, par exemple, en électronique ou en électricité, travaillent pour des ménages, travaillent pour des particuliers. Ils n'osent pas, malgré qu'ils sont ils ont des compétences, les compétences nécessaires, mais ils n'osent pas franchir le pas vers l'industrie parce que tout simplement on leur demande des références. Voilà, ça c'est un point très important que M. Harti a soulevé. Nous avons les métiers de nouvelles technologies, l'informatique et le linguistique. Nous avons l'industrie navale qu'il ne faut pas oublier, parce que le Maroc se prépare pour une industrie navale de pointe d'ici 2030. Donc, nous avons l'industrie ferroviaire, à ne pas oublier, nous avons l'électricité verte, la chimie verte, pour tout ce qui est ressources végétales, que ce soit pour l'alimentation, l'agroalimentaire ou le pharmaceutique.
Nous avons la logistique transport, nous avons l'industrie pharmaceutique et nous avons l'artisanat et l'art culinaire, à ne pas oublier. Bien sûr, tout ce qui est digital et community management, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de ça sur les réseaux sociaux, donc il ne faut pas les oublier. Les arts culinaires, pour quelles raisons je les ai cités? Parce que tout simplement, ils font travailler un certain nombre de personnes à titre personnel, mais qui les font travailler. Et bien sûr, voilà. Une recommandation, après bien sûr tout ça. Je vais vous rejoindre tous parce que tout simplement, on a pratiquement les mêmes idées. C'est que moi, à mon sens, et au sens pratiquement des personnes qui sont confrontées à de telles situations au quotidien, c'est-à-dire des entreprises qui sont étrangères installées au Maroc, bien sûr, ils sont les bienvenus, on en a besoin, le Maroc en a besoin, et on leur dit bienvenue au Maroc, mais en contrepartie d'une coopération avec les entreprises locales pour le transfert des technologies et l'adéquation des profils aux spécialités du post-développement, formation qualifiante, de reconversion. Donc c'est important parce que en fait, quand une entreprise part, elle va vous laisser derrière 200, 300 personnes sans emploi. Donc il doit y avoir un transfert d'expérience, un transfert de compétences vers une autre entreprise locale marocaine qui prendra la relève par la suite. Voilà, en tout cas, moi, c'est ma recommandation. Je profite aussi de ce moment pour remercier Industrie du Maroc pour ce moment très riche qui nous a rassemblés, qui nous a permis d'échanger sur des sujets quand même anciens et nouveaux sujets, surtout après la période qu'on a vécue qui était tellement difficile, le Covid, qui nous a permis de voir plus clair les choses pour un Maroc meilleur. Je remercie les ministères de tutelle, je remercie notre leader, notre visionnaire, notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et nous lui disons que nous avons, comme j'ai dit, en fait, nous avons la nation pour, nous avons les infrastructures pour, nous avons les femmes et hommes pour, et nous avons la gouvernance royale, et nous avons la citoyenneté pour. Donc, voilà. Donc, il ne faut qu'avancer. Il n'y a plus qu'à. Et voilà, c'est ça. Merci pour votre attention. Alors, deux derniers mots. Petite recommandation, je sais que tu en as déjà fait une, c'est Ali, mais moi, oui, vraiment spécifiquement sur la question... Oui. Par rapport à la formation. Voilà, exactement. Parfait. Alors, je rappelle quand même que notre richesse, principale richesse, c'est nos ressources humaines. Un chiffre. La moyenne d'âge aujourd'hui en Europe est de 43 ans. La moyenne d'âge au Maroc est de 27 ans. C'est dire aujourd'hui tout le potentiel que nous avons dans ce pays. Donc maintenant, on est bien au-dessus de la moyenne, ça y est. Comment ? Mais bien sûr, quand nous avons 27 ans, par rapport à une personne qui a 43 ans, en moyenne, bien sûr, nous avons un bel avenir devant nous parce que nous sommes une nation qui va vraiment consommer et qui va vraiment peser sur l'échiquier international. Alors, nos attentes par rapport à cette formation qui concerne bien sûr l'élément 1. Il y a quand même l'état des lieux fait ressortir des manquements qui sont quand même assez, je dirais, assez préoccupants. On parle de l'Afrique, on parle de l'export. Il n'y a pas aujourd'hui une seule école d'ingénieurs, je suis désolé de le dire, il n'y a pas une seule école d'ingénieurs qui va vous former des ingénieurs avec des modules à l'export. D'accord ? Il y a très peu d'écoles d'ingénieurs aujourd'hui qui signent des contrats de stage avec des entreprises en Afrique ou avec des entreprises en Europe ou ailleurs. Pour ceux qui ont fait leurs études à l'étranger, c'est systématique. Quand vous faites une école d'ingénieur, vous avez droit à une année d'échange à l'international. Vous avez droit à un stage à l'international. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire l'export, étant donné qu'il y a une rareté de l'élément humain, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se pique les uns les autres les ressources. Et ça, c'est pas bon. Et au bout d'un moment, nous sommes un peu découragés d'aller à l'export par manque de ressources. Plusieurs entreprises ont entrepris le chemin de l'export. Et malheureusement, sur les 5 dernières années, il y a eu un recul d'un nombre d'entreprises qui s'exportent. Et donc là, notre message est très clair. À l'endroit de l'académie d'une manière générale, j'aurais souhaité que M. le ministre soit avec nous. Il faut vraiment qu'il y ait un module, il faut qu'il y ait une orientation au niveau du ministère
pour qu'il y ait des modules à l'international qui soient destinés à l'ingénieur, mais aussi aux gestionnaires. Donc ça, c'est à l'endroit de l'académie. J'insisterai quand même sur la recommandation de tout à l'heure, la préférence nationale. Le Made in Morocco, il y a demain un panel qui traitera de ça. Il y a les textes qu'il faut, mais il y a une vraie problématique aujourd'hui de cette mise en œuvre. Et encore une fois, un industriel aujourd'hui ne va pas investir dans un secteur qui présente des risques importants, surtout s'il n'y a pas cette préférence nationale. Qu'on se le dise de manière très franche. Aujourd'hui, il y a des métiers où il y a moins de risques et qui rapportent autant, voire plus. On va se dire les choses très clairement. L'immobilier, par exemple. Très clair. Toute l'intermédiation. C'est pour ça que j'insistais sur l'investissement. Et donc, c'est voilà, important. on fait le shift. C'est à l'endroit aujourd'hui du gouvernement de mettre les incentives qu'il faut pour rendre, je m'excuse du terme, le secteur, l'industrie plus sexy. Pour que les investisseurs mettent plus d'argent. S'il y a quelque chose qui a le plus peur dans le monde, c'est le PIB. Aujourd'hui, le dirham, où les irrafle le plus. Donc aujourd'hui, c'est à l'État aujourd'hui de davantage réfléchir. Nous, en tant que privé, notre première demande, avant même le foncier, avant même le financement, avant même la formation, c'est qu'il y ait vraiment une mise en œuvre effective de la promotion du média. Merci beaucoup. Et dernière intervention, Simoumni, votre recommandation, notamment, de quelle manière est-ce qu'on peut promouvoir ou consolider ou améliorer ce link, cette relation entre l'université et l'entreprise qui permettrait peut-être d'accélérer la mise à disposition de compétences dont on a besoin? Pour moi, la recommandation la plus importante, c'est faire confiance à l'université marocaine publique. C'est là où c'est une sorte de pépinière où on trouvera toutes les ressources humaines dont on a besoin pour le développement industriel et autres. Ce que je demande aux professionnels, c'est d'ouvrir leurs usines, leurs établissements aux stagiaires, les accueillir et les accompagner. Parce que je sais qu'une entreprise ou un investisseur, quand il s'installe au Maroc, il s'installe pour faire un bénéfice. Il n'a pas le temps de former des gens. Il a besoin d'un potentiel humain qualifié, rapidement opérationnel. Ça, on essaye à l'université de former ce genre de personnel. Mais on a besoin de perfectionnement. Nos ingénieurs, à la fin de la formation, ont besoin d'un exercice pratique. Nos lauréats aussi, nos statisticiens, nos gestionnaires. Donc je demande aux investisseurs, je demande aux professionnels d'être, je dirais entre guillemets, tolérants vis-à-vis des stagiaires pour les accompagner. Et croyez-moi, vous allez avoir retour sur investissement. Parce que nos jeunes, j'ai fait des tournées dans les industries de la région et à chaque fois je rencontre des étudiants de l'université et les responsables de ces établissements-là sont très contents de ces lauréats parce qu'ils les ont accompagnés et il y a un retour sur investissement. L'autre point, je vous dis que l'université, notre université en tout cas, l'Université du Nord, est ouverte à toutes les propositions positives. Proposer des modules, on va vous accompagner. Proposer des filières, on va vous accompagner. Proposer des formations par alternance, nous serons là pour répondre à vos besoins. Nous travaillons d'arrache-pied pour casser cette image d'une université isolée où il y a des gens qui se parlent entre eux, qui se ne comprennent qu'entre eux. Non, l'université maintenant, elle est ouverte à tout le monde. Investissez votre temps et vos énergies dans l'université et nous serons là pour vous accompagner selon vos contraintes et selon vos besoins. Merci. Merci Simoumni pour ce message extrêmement clair. Vous pouvez applaudir. Merci. Merci pour le message et vos recommandations. Je vous laisse rejoindre.